Début octobre 2025, entre les tranchées de Sikasso et les collines de Cumbrie, la poussière du Sahel a cessé de mentir. Là où les généraux parlaient de chaos, des opérations africaines d'une précision chirurgicale, on fait taire les armes avec sans témoin ni triomphe. Pour ceux qui observent de loin, le nom d'Ibrahim Traoré devient un symbole, celui d'une souveraineté conquise non par l'aide, mais par la mémoire. Ce qui commence ici n'est pas une guerre de plus, c'est la fin du besoin d'approbation. La doctrine sahélienne n'est pas née d'un congrès ni d'un discours. Elle a surgi d'un épuisement collectif, celui des nations que l'on avait trop souvent appelées instables. Les soldats du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont compris qu'attendre le secours d'autrui, c'était prolonger la dépendance. En rompant ce cycle, ils ont transformé la survie en méthode et la fatigue en stratégie. Ce qui se joue dans cette poussière dépasse la tactique. C'est la redéfinition du mot victoire. Une victoire sans applaudissements, sans caméra, mais avec des villages qui dorment. Ils dorment enfin. Elle promet de réécrire la hiérarchie militaire mondiale, non par la richesse, mais par la rigueur. Chaque silence obtenu après la bataille devient un argument. Car si ces armées, dites pauvres, effacent la menace là où d'autres échouent malgré leur budget, que vaut vraiment la puissance? Cette question, discrète, brûlante, traverse les capitales. Elle sera le fil conducteur de ce récit. Comment Ibrahim Traoré et ses alliés ont prouvé qu'on peut vaincre sans témoin? Au sud du Mali, début octobre 2025, un convoi d'insurgés a foncé vers la ville de Sikasso. Ils étaient nombreux, rapides, persuadés que l'armée malienne resterait, comme toujours, lente et hésitante. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que le terrain lui-même avait changé. Chaque rocher, chaque fossé, chaque combre contenait une embuscade. En quelques minutes, 3 détonations ont réduit leur certitude en silence. Ce fut la première démonstration visible de la doctrine sahélienne. Car cette doctrine ne s'écrit ni à Paris ni à Washington, mais dans la poussière rouge du Sahel. Elle repose sur une inversion. Ne plus attendre la protection, mais fabriquer la sécurité. Là où les forces étrangères parlent de chance, le Sahel parle de patience. Là où d'autres célèbrent la puissance de feu, le Sahel mesure la précision. Chaque victoire est discrète, presque secrète. Chaque disparition d'un camp rebelle est un message gravé dans le sable. Quelques jours après Sosika Sokumbri, au nord du Burkina Faso, subissait la même épreuve. Des centaines d'insurgés ont attaqué une garnison qu'ils croyaient épuisée. Mais ils ont trouvé une tranchée creusée dans la mémoire, non dans la peur. La ligne a tenu, le ciel s'est ouvert, et lorsque le tonnerre s'est éteint, le village était encore debout. Pas de drapeau, pas de trophée, seulement le calme. Ce calme, c'est la signature de la doctrine. Car ici, la mesure de la victoire n'est pas le nombre d'ennemis tombés, mais la disparition complète de la menace. L'Occident appelle cela un mystère. Ibrahim Traoré y voit une leçon. Dans un monde obsédé par la visibilité, il prouve que la souveraineté commence quand on cesse de demander qu'on la reconnaisse. Au cœur de cette transformation, une figure revient sans cesse. Ibrahim Traoré. Il n'a pas imposé un culte de chef, mais une discipline partagée. Dans les villages du Burkina Faso, son nom se prononce entre respect et prudence, comme un rappel que la force n'est pas un cri, mais une continuité. Il incarne cette génération de dirigeants qui ne promettent pas la victoire. Il l'exécute lentement, avec une rigueur de tailleur de pierre. Les premiers effets de la doctrine se sont manifestés là où personne ne regardait. Dans les marchés, les conversations ont remplacé la peur. Les écoles ont rouvert avec des enseignants revenus des camps de déplacés. Les soldats n'avancent plus comme des clients d'une aide extérieure. Ils marchent comme des propriétaires de leur territoire.
Ce déplacement de posture a plus changé le Sahel que 1000 réunions de sécurité. L'armée burkinabé, autrefois sous-équipée, est devenue un laboratoire de sobriété militaire. Unité après unité, elle a appris à combattre avec moins, mais mieux, à compter les secondes plutôt que les obus. Dans les rangs, on répète une phrase simple. La patience tue plus sûrement que la vitesse. Derrière elle, des femmes creusent les tranchées, des jeunes réparent les routes. La guerre se transforme en administration du courage. Et pourtant, rien n'est triomphal. La doctrine sahélienne n'offre pas de gloire individuelle. Elle propose une équation dure. Chaque victoire exige un renoncement à la vanité. Ibrahim Traoré le sait, il marche souvent sans escorte, préférant le risque à la distance. Ce qui l'intéresse n'est pas d'être vu, mais que le pays tienne debout. Entre octobre et novembre 2025, la ligne du Sahel s'est redessinée, non par des traités, mais par des opérations si précises qu'elles ont déstabilisé toutes les analyses militaires classiques. À Sikasso, à Cumbri, puis dans les vallées du Liptako, chaque engagement a suivi la même séquence. Attendre, observer, effacer. Là où autrefois les armées africaines subissaient l'initiative, elles la dictent désormais. Et ce changement n'est pas venu d'armes nouvelles, mais d'un état d'esprit. La lenteur méthodique comme à Hearst. Au Mali, le commandement a adopté la tactique dite des nœuds vivants. Chaque unité, isolée mais informée, agit comme une cellule autonome. Elle n'a pas besoin d'ordres étrangers pour répondre. Elle connaît son terrain, ses repères, son rôle. À Cumbri, cette autonomie a permis d'écraser 3 vagues d'assaut successives sans perte majeure. Les observateurs occidentaux, incapables d'expliquer la disparition des convois insurgés sans frappe de drone, ont parlé de hasard. Mais les militaires du Sahel sourient. Le hasard ne creuse pas des tranchées de 20 mètres de large dans la mémoire collective. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a insisté sur cette philosophie de l'endurance. Dans chaque discours, il répète que la souveraineté n'est pas une revendication, mais un entraînement quotidien. Les unités de volontaires, souvent issues des villages eux-mêmes, agissent comme des gardiens de géographie. Ils défendent non une frontière abstraite, mais la tombe d'un père, l'école d'un fils, la terre d'une mère. Cette proximité redéfinit la guerre. Les analystes étrangers, fascinés par la rapidité des résultats, refusent encore d'admettre que le secret est culturel avant d'être militaire. À mesure que les victoires s'accumulent, un autre silence s'installe. Pas de conférence de presse, pas de communiqué triomphant. Le Sahel gagne sans bruit. Ce mutisme dérange car il inverse le rapport habituel. Le vainqueur ne réclame plus l'attention du monde. Et cette absence de narration officielle, cette austérité, rend la victoire encore plus forte. Dans les capitales étrangères, le choc est profond. Paris cherche à comprendre comment des armées qu'elle jugeait instables ont surpassé ces modèles. Washington parle de guerre autonome africaine. À l'ONU, on évite le sujet, car l'admettre reviendrait à reconnaître la faillite du modèle de dépendance. Pendant ce temps, dans les rues de Ouagadougou, les portraits d'Ibrahim Traoré se multiplient. Pas comme une idole, mais comme un rappel. L'Afrique peut s'autosuffire dans la guerre comme dans la paix. La ligne d'événements du Sahel n'est donc pas une suite d'opérations, mais une métamorphose politique. Chaque embuscade évitée, chaque convoi repoussé devient une pierre d'un édifice plus vaste. La libération de la définition elle-même. Car la victoire ici ne se mesure plus au nombre d'ennemis tombés, mais à la part d'indépendance reconquise. Les sceptiques demandaient des chiffres. Le Sahel les a fournis. Entre septembre et novembre 2025, plus de 70% des zones rouges du centre du Mali ont été réouvertes à la circulation civile. Au Burkina Faso, selon les rapports compilés par les observateurs locaux, les attaques insurgées ont chuté de 48% par rapport à la même période l'année précédente.
Et dans le nord du Niger, les interceptions de convois armés se comptent désormais en jours, non plus en mois. Ces données, modestes mais vérifiables, dessinent une réalité. La doctrine sahélienne fonctionne. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder la structure plus que les chiffres. Chaque opération est planifiée selon un ratio simple. Une frappe, 3 phases d'observation, zéro communication. Ce silence méthodique rend la guerre illisible pour ceux qui cherchent des preuves spectaculaires. Les victoires sont invisibles parce qu'elles sont totales. Là où les puissances extérieures publient des vidéos de drones, le Sahel il ne publie rien. Il rétablit la normalité. Cette rigueur produit un effet multiplicateur. Moins d'embuscades signifie plus de transports, plus de marchés ouverts, donc moins de recrutement pour les insurgés. Dans certaines provinces du Burkina Faso, le retour de la production agricole a augmenté de 18% en 6 mois. À Gao, les convois humanitaires ont repris leur route sans escorte armée pour la première fois depuis 2018. Chaque pourcentage cache des milliers de vies redevenues ordinaires. Les analystes occidentaux ont tenté de réduire ces résultats à des coïncidences, mais les chiffres s'additionnent trop bien. Quand 3 nations sans aviation stratégique réduisent de moitié la fréquence des attaques en moins d'un trimestre, il ne s'agit plus d'un hasard. C'est un modèle reproductible. Ibrahim Traoré le répète: nous ne gagnons pas parce que nous tirons mieux, mais parce que nous retenons plus. Dans cette logique, les pertes civiles sont devenues un indicateur clé. Au lieu de compter les ennemis tués, la doctrine mesure les villages restés intacts. Cette inversion statistique est révolutionnaire. Elle transforme la guerre en équation morale: moins de morts sur plus de victoires. Le succès du Sahel, chiffré en silence retrouvé, prouve qu'une armée peut être efficace sans spectacle. Et c'est précisément cette discrétion qui inquiète. Car si le modèle du Sahel s'exporte, il pourrait redéfinir la manière dont les conflits asymétriques sont menés. Les pourcentages, les baisses, et les ratios, tout cela ne décrit pas seulement des batailles gagnées, cela décrit un continent qui apprend à calculer sa propre stabilité. Les critiques du modèle sahélien ne manquent pas. Certains diplomates européens le qualifient de militarisation déguisée, arguant qu'une victoire trop silencieuse cache forcément des abus. D'autres estiment que le repli sur soi conduira à l'isolement, que le Sahel ne peut survivre sans financement extérieur. Ces objections ne sont pas absurdes. Elles reposent sur des décennies de dépendance institutionnelle, sur l'idée que la sécurité doit venir de partenariats, pas de solitude. Mais le Sahel répond avec des faits. Depuis le retrait partiel des contingents étrangers, aucune ville majeure du Mali, du Niger ou du Burkina Faso n'est tombée. Les couloirs logistiques tiennent, les routes rouvrent et les populations déplacées commencent à revenir. Les ONG locales, mieux intégrées au terrain, remplacent les structures coûteuses importées. Il ne s'agit donc pas de fermeture, mais d'appropriation. Le deuxième argument des détracteurs est moral. Ils craignent que l'autorité militaire remplace la démocratie. Là encore, la doctrine sahélienne déjoue le cliché. Ibrahim Traoré n'a pas transformé son pays en caserne. Il a décentralisé le commandement, transférant la responsabilité à des comités civilo-militaires ancrés dans les communautés. L'armée n'y est pas un maître, mais un outil collectif. Enfin, certains experts redoutent que cette victoire ne soit qu'un sursis avant le retour du chaos. Pourtant, les chiffres contredisent cette prophétie. Le recrutement insurgé s'effondre, les financements extérieurs s'assèchent et la peur change de camp. Si le calme actuel devait n'être qu'un interlude, il dure déjà plus longtemps que toutes les trêves négociées des 20 dernières années. En posant la question autrement, les critiques révèlent leur malaise. Et si ce modèle, né sans aide, prouvait qu'ils étaient devenus inutiles, le Sahel n'a pas besoin de convaincre ses adversaires, seulement de continuer à gagner. Car, comme le répète souvent Ibrahim Traoré, la souveraineté se mesure au silence de ceux qui doutaient de vous.
Le silence gagne. Cette phrase, inscrite sur les murs de Ouagadougou, résume le cœur du renversement. Ce n'est plus une guerre pour les caméras, mais une guerre pour la définition. Là où les coalitions étrangères parlaient de stabilisation, le Sahel parle désormais de récupération. Ce glissement lexical vaut plus qu'un traité. Il consacre une indépendance mentale. À mi-chemin de ce récit, une évidence se dessine. Ce qui se joue ici dépasse le champ de bataille. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne testent pas seulement une stratégie, ils redessinent la notion même d'État. En reprenant la maîtrise de leur sécurité, ils reprennent aussi celle de leur récit. Le pouvoir symbolique change de main. Celui qui contrôle la narration contrôle la mémoire. L'Occident, déconcerté, continue d'observer sans comprendre que cette victoire n'a pas besoin d'être racontée pour exister. Ibrahim Traoré, dans ses discours sobres, ne réclame pas la reconnaissance internationale. Il parle de dignité. Et c'est là que réside la véritable révélation du milieu. La doctrine sahélienne ne conquiert pas des territoires, elle reconquiert la confiance. Les effets du renversement se font sentir bien au-delà des lignes de front. Dans les campagnes du Mali, les marchés reprennent vie. Les femmes retournent au puits, les enfants marchent vers l'école sans escorte. Ce retour du quotidien, fragile et silencieux, est la preuve la plus éclatante que la sécurité n'est pas qu'une affaire d'armes mais de mémoire réparée. Là où les forces étrangères construisaient des bases, les habitants reconstruisent des maisons. Pour les populations civiles, Pour les populations civiles, le changement se mesure à la respiration, moins de peur, plus de temps. Dans les villages de la région de Mopti, le nombre de foyers déplacés a diminué d'un tiers en 3 mois. Les anciens, autrefois réduits au silence, reprennent leur rôle de gardiens de la parole. Dans les mosquées comme dans les écoles, on enseigne à nouveau les langues locales bannies par l'administration coloniale. C'est une souveraineté qui s'exprime d'abord dans les mots, pour les dirigeants nationaux. Pour les dirigeants nationaux, la doctrine impose un nouveau contrat social. Les gouvernements prennent à gouverner sans bailleur, à planifier sans promesse d'aide. Ibrahim Traoré parle de défense du destin. Il ne s'agit plus d'imiter les modèles extérieurs, mais d'assumer la lenteur comme forme d'efficacité. Le budget militaire du Burkina Faso reste modeste, mais chaque franc est compté, chaque opération évaluée. Le résultat est paradoxal. Moins de dépenses, plus de stabilité. Pour les nations voisines. Pour les nations voisines, l'effet est contagieux. Au Niger, l'idée d'autonomie inspire des comités civils qui surveillent désormais les routes, empêchant les trafics d'armes transfrontaliers. Au Tchad, des officiers demandent à étudier la méthode de commandement en réseau introduite au Sahel. Même dans les chancelleries d'Afrique centrale, on commence à parler de doctrine continentale. Enfin, pour les grandes puissances. Pour les grandes puissances, le choc est psychologique. Les États-Unis admettent discrètement que leurs modèles de contre-insurrection ont échoué là où la simplicité du Sahel réussit. En France, les analystes militaires reconnaissent que le facteur humain a été sous-estimé. Le Sahel, avec des moyens dérisoires, a démontré qu'une guerre peut être gagnée par discipline plutôt que par technologie. Ces conséquences ne sont pas temporaires. Elles redéfinissent la hiérarchie mondiale. Chaque succès sahélien est un rappel brutal. La stabilité ne s'achète pas, elle se cultive. Et dans cette nouvelle équation, Ibrahim Traoré devient plus qu'un dirigeant. Il incarne la possibilité d'un ordre né de la périphérie. Là où les empires voyaient des marges, il construit un centre. L'avenir du Sahel se joue maintenant sur 3 trajectoires possibles. La première, le scénario de base prolonge la stabilité actuelle. Les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso continuent de tenir leur position,
les corridors humanitaires restent ouverts et les échanges économiques régionaux reprennent lentement. Le risque principal serait la fatigue, non pas militaire, mais sociale. Le maintien d'une mobilisation prolongée pourrait éroder la patience des civils si les bénéfices quotidiens tardaient à se manifester. Mais si la discipline reste le moteur, la paix lente deviendra la norme. La deuxième option, le scénario optimiste, verrait la doctrine sahélienne s'institutionnaliser. Les comités civilo-militaires deviendraient des organes de gouvernance locale. Les programmes de reconstruction s'ancreraient dans les mains des populations. Dans ce cas, le Sahel deviendrait non seulement une zone pacifiée, mais un modèle de décolonisation appliquée, une souveraineté qui se vit dans les infrastructures et la langue. Ibrahim Traoré, symbole de cette transformation, pourrait alors consolider un axe africain d'autonomie reliant Bamako, Niamey et Ouagadougou. Enfin, le scénario pessimiste repose sur une tentation bien connue, celle de l'ouverture sélective. Sous la pression diplomatique, certains gouvernements pourraient sans accepter une aide conditionnée, échangeant des crédits contre des concessions. Cela ramènerait la dépendance sous une autre forme, plus polie, mais tout aussi contraignante. Le danger n'est donc pas une défaite militaire, mais un retour progressif à la tutelle. Entre ces trois chemins, le Sahel avance sans garantie. La doctrine n'impose pas une utopie, elle enseigne une endurance. Le choix, désormais, n'est pas entre guerre et paix, mais entre souveraineté et confort. Les dirigeants qui choisiront le second perdront la première. Dans cette équation, Ibrahim Traoré rappelle que la patience n'est pas l'attente, c'est une stratégie. Et cette stratégie, si elle tient encore 6 mois, pourrait marquer la bascule définitive d'un continent vers l'autonomie réelle. Dans les rues de Bamako, de Kaya ou de Niamey, la victoire se respire plus qu'elle ne se proclame. Les habitants redécouvrent la lenteur des jours normaux. Les marchés s'étendent, les mosquées résonnent et les enseignants parlent à nouveau dans des salles de classe réparées. Là où régnait la peur et l'attente, s'installe une forme d'appartenance. Le peuple ne regarde plus vers le ciel pour implorer la paix, il la construit avec ses mains. Pour les familles de soldats, le changement est intérieur. Les mères ne comptent plus les jours sans nouvelles, mais les nuits dormies sans coup de feu. Le deuil ne disparaît pas, il se transforme en fierté contenue. Dans de nombreux foyers, les portraits d'Ibrahim Traoré trônent non comme une icône politique, mais comme un signe de continuité. L'héroïsme s'est déplacé. Il n'est plus dans les discours, mais dans la constance du travail. Sur le plan social, la doctrine sahélienne agit comme un ciment. Elle redonne une cohésion à des sociétés fragmentées par des décennies de dépendance. Les jeunes, au lieu d'émigrer, s'engagent dans les comités de reconstruction. Les artisans refont les routes, les cultivateurs réparent les digues, les femmes organisent les cantines collectives. Chaque geste banal devient un acte de souveraineté. Ce renouveau, cependant, ne s'accompagne pas d'euphorie. Il s'agit d'un soulagement prudent. Le Sahel sait que la paix reste fragile, suspendue à la discipline de chacun. Mais pour la première fois depuis une génération, les peuples du centre de l'Afrique parlent de leur avenir à la première personne. Et cela, plus que toute statistique, est la plus profonde victoire d'Ibrahim Traoré et de la doctrine qu'il incarne. La doctrine sahélienne n'est pas un manifeste, c'est un mode d'emploi. Sa force vient de sa clarté. Elle s'articule autour de 5 étapes qui, ensemble, transforment la survie en gouvernance. Première étape, localiser la décision. Les comités civilo-militaires nés dans les villages identifient les priorités du terrain. Ils n'attendent pas d'ordre central pour réparer un pont ou défendre un carrefour. Cette autonomie crée un réflexe collectif. Agir avant de demander. Deuxième étape, sécuriser la mémoire. Les opérations ne se limitent plus à l'élimination d'ennemis. Elles visent la reconstruction immédiate. Chaque lieu repris est documenté.
nettoyé, puis confié à une autorité civile. L'armée part, la communauté reste. Troisième étape, mesurer la discipline. Là où d'autres comptent les morts, le Sahel compte les absences évitées. Écoles rouvertes, marchés regagnés, routes praticables. Ces indicateurs remplacent les bilans de guerre. Quatrième étape, redistribuer la responsabilité. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. La souveraineté ne peut pas être centralisée. Chaque district doit devenir son propre poste de commandement moral et logistique. Cinquième étape, prévenir la tentation, car la victoire attire les offres. Prêts, programmes, promesses. Autant de chaînes déguisées. Le Sahel doit apprendre à dire non, à distinguer la coopération de la dépendance. Ces étapes ne sont ni théoriques ni temporaires. Elles dessinent une architecture de résilience que les institutions étrangères n'avaient jamais envisagée. Et c'est peut-être là le plus grand héritage d'Ibrahim Traoré, avoir remplacé la demande d'aide par une méthode d'endurance. Au crépuscule du Sahel, les soldats et les civils partagent le même silence. Ce n'est pas celui de la peur, mais celui du retour. Dans les villages naguère ravagés, les enfants jouent à nouveau sur les chemins de terre. Ce simple bruit, celui d'un rire, vaut plus que n'importe quel discours diplomatique. Il dit que la vie a repris sa place. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme un héros, mais comme un témoin. Il rappelle que la victoire ne se mesure pas à la gloire, mais à la continuité du souffle collectif. La doctrine sahélienne n'a jamais promis la paix, elle a promis la dignité. Et c'est cette promesse tenue dans le sable et la sueur qui fait trembler les certitudes du monde. Quand le jour tombe sur Cumbri, personne ne lève de drapeau. Les tranchées se referment, les outils remplacent les armes, le silence revient, dense et habité. C'est le silence du droit retrouvé, celui de se définir soi-même. Et dans ce silence, le nom d'Ibrahim Traoré résonne comme une prière sans mots, une prière qui dit simplement ⁇ Nous avons tenu, le Sahel n'attend plus d'être compris ⁇ Il avance, pierre après pierre, dans une reconstruction sans spectateurs. Ceux qui regardent de loin parlent encore d'instabilité, ceux qui vivent ici savent qu'ils assistent à une renaissance. Car l'indépendance n'est pas un statut, c'est un rythme, celui du pas qui ne cède plus. Les caméras se sont détournées, mais le message demeure. Chaque village qui dort toute la nuit, chaque mer qui ne sursaute plus à un bruit, est un titre que les journaux étrangers n'imprimeront jamais. Ils appellent cela isolement. Le Sahel l'appelle liberté. À ceux qui doutent encore, le temps répondra. L'histoire se souvient moins des discours que des résultats. Ibrahim Traoré et ceux qui marchent à ses côtés ont prouvé qu'une nation peut se reconstruire sans permission. C'est cette idée qu'il faut désormais porter, que le courage collectif vaut plus que toutes les alliances. Partager cette vérité, non pour la glorifier, mais pour la prolonger. Car la doctrine sahélienne n'appartient pas à un pays, mais à une conviction, celle que le silence parfois rugit plus fort que la propagande.